Parce que tout le monde sait que la moindre erreur va entraîner l'écroulement de tout un système. Pas de Paul Biya. Paul Biya n'a plus rien à perdre, rien à gagner dans cette histoire. Ce sont des héritiers comme Samuel Mout qui ont intérêt à ce que cette procédure soit rapidement bâclée et qu'on envoie Léon Taylor aller paître dans le pâturage le plus proche. Néanmoins, cela est révélateur de quelque chose qui nous rassure. C'est qu'à l'intérieur du système, ça bouillonne. La logique monolithique ou unanimitaire, la logique de la mémété est en train de s'effriter. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'observer, de constater qu'à l'intérieur du Sérail, à l'intérieur du RDPC, à l'intérieur de l'Ogre de 82, il y a des voix discordantes. Il y a ceux-là qui sont dans une posture d'autodétermination. Ils sont en pleine délivrance. Ils sont en train d'être délivrés. Ils ont été hantés par la logique unanimitaire. Et je crois que cela devrait être pris au sérieux. Sur l'affaire de la candidature de Paul Biya, l'opinion RDPCiste est divisée. Ce que les communicants ne vont pas vous dire. Si nous prenons deux postures, celle du ministre Manao Damalachi et celle du ministre Joseph Grégoire Owona, au lendemain du discours du président de la République, lorsqu'il y a eu tout un débat autour de l'insertion de l'annonce de sa candidature, ceux qui se sont précipités dans l'organisation, dans les préparatifs de la campagne électorale et ceux qui estimaient qu'il faut faire preuve de retenue, ça signifie qu'il n'y a pas unanimité, il n'y a pas sérénité. Et Léon Taylor, l'action qu'il mène aujourd'hui n'est que la face visible d'un mal qui travaille aujourd'hui, qui ronge le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ceux qui sont de la tendance de Léon Taylor appartiennent à ce groupe qui estime qu'il y a des usurpateurs du pouvoir présidentiel qui veulent continuer à profiter des signaux pas du tout rassurants que nous envoie le président de la République pour faire main basse sur le pouvoir présidentiel à travers des hautes instructions, des hautes, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, beaucoup sont au courant de la situation. Si vous lisez les échanges épistolaires, pas du tout tendres entre les apparatchiks du système, vous comprenez qu'à l'intérieur, il y a ceux qui sont convaincus que ceux qui veulent agiter, continuer à agiter l'image de Paul Biya ne sont que des usurpateurs du pouvoir présidentiel. Ça veut dire ceux qui veulent profiter de l'état de faiblesse d'un homme, du fait du poids de son âge, pour continuer à faire main basse sur la signature présidentielle ou sur le pouvoir présidentiel. Aujourd'hui, le bloc est divisé. C'est pourquoi ils ont du mal à se prononcer de manière étanche sur la candidature au nom du président Paul Biya. Ils vous renvoient tout simplement au statut du RDPC qui disent que, au-delà des statuts, ils ne vous diront absolument rien. Et je crois que ces acteurs de la dissidence au sein du RDPC devraient être appuyés par ceux qui pensent qu'il est temps de passer à autre chose. Soutenir ceux-là qui, de l'intérieur, sont en train de porter la voix de l'extérieur en disant « ne nous trompons plus, ne nous trompez plus ». Vous n'avez plus, oui, vous n'allez pas nous tromper. On sait, ils maîtrisent la vérité, ils savent. C'est pourquoi vous les voyez dans cette posture. Ils ne peuvent pas dégainer sans avoir des assurances. Et deuxième élément, avec votre permission, cela vient mettre en déroute l'idée du nous communautaire qui serait derrière Paul Biya, nous population, nous communauté telle, appelons Paul Biya à faire. Léon Taylor est de Mona Télé. À côté de lui, vous avez vu cet ancien gendarme, ce gendarme à la retraite qui a également annoncé sa candidature. Il est aussi de Mona Télé. Et
À Mona Télé, c'est là où se produisent les appels à candidature. Ou alors, c'est le point à partir duquel on inaugure les vagues des appels à candidature. Ça part toujours de la laitier. Et ça part à Mona Télé. Et ce Mona Télé nous propose 2 cas d'école qui viennent mettre en déroute cette logique unanimitaire autour de la candidature. Vive la démocratie, docteur Mono. Donc, juste pour rappeler aux autres que ce qui est souvent construit, comme nous communautaires, comme nous appelons Paul Biya à se présenter, n'est que de la farce. Parce qu'au fond, il y a des dissidences, il y a ceux qui estiment qu'il est temps de laisser un homme de 93 ans aller se reposer. Il est temps de ne pas permettre à un homme de fêter son 100e anniversaire étant au pouvoir après avoir dirigé le pays plus de 50 ans. Donc, je crois aujourd'hui que la justice fera ce qu'elle a toujours eu à faire, mais nous autres, observateurs de la scène politique, retenons une seule leçon, c'est qu'au sein du sérail, ce n'est plus la grande sérénité. Edmond Kambia, s'il est établi que le RDPC n'a pas tenu de congrès depuis 2011, le président du RDPC, candidat naturel, a-t-il la légitimité d'être candidat au regard des textes? Au regard des textes, il n'a plus la légitimité pour être président du RDPC, même si les textes, une des dispositions dit qu'il est candidat naturel. Mais les modalités et les délais ne permettent plus au président national du RDPC d'agir en son nom. Je rappelle que le dernier congrès avait eu lieu en 2011. Et ensuite, le bureau politique s'était réuni pour permettre au chef de l'État de proroger son mandat, c'est-à-dire de 5 ans. Il s'était réuni en 2016 pour lui permettre de proroger son mandat de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2021, notamment en novembre 2021. Donc, officiellement, légalement, Paul Biya, son mandat a cessé de courir en novembre 2021 à la tête du RDPC. Et c'est tout le combat que mène un légaliste militant du RDPC à l'intérieur de cette formation politique. L'affaire en justice, parce qu'en réalité, M. Télé, il connaît les textes de son parti. Il connaît le droit. C'est pour cela qu'il dit en l'état, son souhait, c'est qu'il y ait un congrès qui donne toute la légitimité au président national avant d'aller compétir encore pour une autre élection, s'il le désire. Voilà tout ce que demande ce militant de base. L'affaire en justice, on attend comment les choses vont se dérouler, mais je pense que globalement dans cette affaire, cela montre qu'au RDPC, il y a 2 grands camps. Il y a les conservateurs, les purs et durs, classiques, parmi lesquels se trouvent de nombreux pontes du régime, qui pensent que même avec ou sans le texte, ça va passer. Ça passe ou ça casse. Et il y a les progressistes. Et parmi ces progressistes, il y a ce jeune militant qui estime que la loi doit être respectée pour que le RDPC cesse de fonctionner comme une structure qui n'est pas un parti. Parce que le RDPC, depuis, se comporte comme une formation qui n'est pas un parti politique. Parce qu'il s'appuie, s'endosse sur l'État. Il est parti État. Il est parti de l'État. Il est un parti d'État. Voyez-vous, je suis sûr que les progressistes à l'intérieur de RDPC sont mal à l'aise qu'on dise tout le temps que le RDPC ne fonctionne pas comme un vrai parti politique. Et c'est tout l'enjeu de cette question qui se retrouve au tribunal aujourd'hui. Et j'espère que les juges ne vont pas se comporter comme d'autres juges pour lesquels il y a eu cette sortie du ministre d'État, ministre de la Justice, qui demande aux juges de faire leur travail, de dire le droit, d'appliquer le droit, pour qu'on reste un État de droit. C'est une interpellation forte. Et je pense que ce dossier doit être pris au sérieux, à l'intérieur du RDPC, comme dans le paysage politique en général. Il ne faudrait pas que les juges donnent l'impression qu'ils attendent des instructions avant de décider. C'est très important. Et je rappelle ici que le ministre d'État,
mise à justice, avait publié dans un journal du ministère de la Justice un éditorial où il interpellait déjà les magistrats en leur demandant de faire normalement leur travail, de ne pas donner l'impression qu'ils attendent des instructions, fussent-elles des hautes. Voilà comment il avait conclu. Pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, la justice, plus que jamais, a le cheval à l'étrier. C'est-à-dire, quand les partis politiques décident, ou des militants de formation politique décident de saisir les tribunaux pour que justice soit faite, ils sont dans leurs droits. On a vu plusieurs affaires, notamment concernant les partis politiques de l'opposition et le MINAT. Et dans ces différentes affaires, dans la plupart de ces affaires, nous nous sommes rendus compte que lorsque les partis de l'opposition ont saisi la justice, ils ont eu raison. Les juges leur ont donné raison. Je rappelle comme ça les affaires CPP. Non, je suis dans les faits. D'accord. Et je dis ce qui s'est passé dans l'affaire CPP contre le MINAT, dans l'affaire UPC contre le MINAT, dans l'affaire PCRN contre le MINAT, avec l'affaire dite du dualisme ou de la dualité à la tête du PCRN. La justice, jusqu'à aujourd'hui, s'est bien comportée. Nous espérons que dans ce dossier aussi, qui concerne le parti au pouvoir, la justice va bien se comporter. Et ne pas donner l'impression que quand c'est le parti au pouvoir, il faut attendre, devoir sonder, je ne sais pas, la lune pour savoir la décision qu'il faut prendre. Donc, le premier thème que nous avons eu aujourd'hui guide en réalité même le second thème. Pour dire aux juges, faites votre travail, rien que votre travail. Pierre Magné-Bignam, comment appréciez-vous cette actualité ou cette affaire au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? Le MRC suit avec beaucoup d'attention cette affaire, qui est au cœur même d'une mutation qui est en voie de se produire à l'intérieur du système qui nous gouverne depuis des décennies, de nombreuses décennies aujourd'hui. Parce que avant l'affaire Teller, il y a eu d'autres militants et cadres du RDPC qui se sont levés par le passé pour dénoncer un certain nombre de tares qui minent le fonctionnement de ce parti politique. Mais en même temps, en tant que citoyen et habitué aux jongleries et aux dribbles du RDPC, parti État, on ne serait pas surpris de constater que dans les tout prochains jours, cette affaire connaisse un dénouement qui ne respecte pas la loi dans notre pays, parce que en la matière, le gouvernement actuel est champion dans le non-respect de la loi, dans la violation de la loi. Ce que je peux dire ici, c'est que sans toutefois m'immiscer à l'intérieur de la gestion du RDPC ou bien dans la gestion interne du RDPC, ça c'est un avis que je donne en tant qu'observateur de la scène politique à distance, c'est que l'affaire Teller ou de qui que ce soit au sein du RDPC peut enlever le qualificatif de candidat naturel à Paul Biya, je suis vraiment... oui, je suis prudent là-dessus. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré que ça puisse aboutir à quelque chose. Puisque les créatures, on a des ministres d'État qui sont fiers d'être qualifiés créatures de... Moi, je ne suis pas une créature de Maurice Kamto. Vous comprenez? Dans un ministre d'État, un père, un grand-père, un chef traditionnel, il dit que je suis la créature de Paul Biya. Comment même sa famille va le regarder, le percevoir? Donc voilà la situation qui provoque actuellement. Ça ne pourra pas aboutir à quelque chose, franchement. Il y a même un enseignant de l'université de Douala qui avait dit que Paul Biya est Jésus. Voilà. Oui. Donc, voilà. Et l'autre a dit l'autre jour que après la Bible, c'est incroyable. C'est le libéralisme communautaire. Donc vous voyez dans quoi nous sommes baignés.
syndicale. Le gouverneur de la région de la Damawa a saisi le ministère ou le ministre de l'administration territoriale pour lui faire un état des lieux du RDPC dans sa région. Dans son analyse diagnostique, le gouverneur Kidadi Tagekebuka relève les faiblesses du parti sur le terrain causées par l'inefficacité des responsables des différentes structures du parti à travers la région qui paralyse les inscriptions sur les listes électorales. Un champ libre pour les partis d'opposition qui se déploient. Face à cette perte, le gouverneur propose des solutions pour renverser la tendance et faire échec aux partis d'opposition. Pierre-Emmanuel Bignam, le gouverneur est-il dans son rôle de rendre compte des activités d'un parti politique au ministre de l'administration territoriale? Ah, c'est incroyable, Julien Berthe. Honnêtement, il n'y a qu'au Cameroun où on peut vivre de telles situations où un haut commis de l'État officiellement se met au service du pouvoir en place, oubliant son statut d'indépendance en tant que haut responsable de l'État dans la gestion de la chose publique. Mais pour tenter de comprendre cette situation, on va analyser cette situation sous deux angles. Le premier angle concerne le RDPC qui est un parti État. C'est le premier angle. Je prends les statuts du RDPC au titre 1, article 1er, qui stipule ceci. Le parti de l'Union nationale camerounaise, en abréviation UNC, devient parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abréviation RDPC, ci-dessous appelé le parti. Ça, c'est l'article 1er. À partir de cet article, on peut voir clairement l'indication ou la direction que prenait le RDPC lors de sa création à Bamenda en 1985. Je rappelle que l'idéologie de l'UNC était essentiellement axée sur le centralisme du pouvoir, le conservatisme autant pour moi du pouvoir, et l'anticommunisme. Voilà l'idéologie de l'UNC. Le conservatisme du pouvoir et l'anticommunisme. Et le RDPC, ayant hérité de l'appareil de l'UNC, et même de l'idéologie de l'UNC, puisqu'on n'est pas loin de là. Depuis que ce parti est au pouvoir, cela fait plus de 4 décennies aujourd'hui. Et donc, effectivement, le RDPC, son idéologie, est essentiellement le conservatisme du pouvoir, mais là, on ajoute même par tous les moyens possibles. Voilà le premier angle d'analyse. C'est ce qui nous met dans une situation où les hauts commis de l'État, en particulier l'administration territoriale, c'est-à-dire que le gouverneur et toute la préfectorale, je parle des préfets et des sous-préfets, sont au service de ce parti. Allez voir, lorsque les campagnes électorales arrivent, comment est-ce que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les magistrats même se déploient aux côtés des militants et des cadres du RDPC et des ministres qui sont leurs patrons de tutelle. Dites-moi un seul instant, il y a 2 dates que nous connaissons dans notre pays, le 6 novembre et le 24 mars. Le 6 novembre qui célèbre l'anniversaire de la session de Paul Biya au pouvoir en 1982 et le 24 mars qui est l'anniversaire de la création du RDPC. Ces 2 jours, Julien Berthe, et je prends à témoin tous les Camerounais, dans les 360 arrondissements, faites le tour des bureaux des sous-préfets, faites le bureau des tours des préfets, faites le bureau des tours, faites le tour, autant pour moi, des bureaux des gouverneurs. Il n'y aura aucun, vous ne verrez aucun dans son bureau. Déjà, quelques jours avant la tenue de ces célébrations, et il y en a qui osent même quelques jours après ces célébrations de prendre quelques congés sabbatiques de 2 ou 3 jours sans aller au bureau. Parce que tellement épuisé par sa participation à la réussite de ces anniversaires du parti au pouvoir du RDPC. Donc de facto, on peut dire aisément, sur la base de ces analyses, que la majeure partie des hauts commis de l'État du Cameroun sont des militants du RDPC. Je dis bien de facto. Le deuxième pan d'analyse, je vais aller rapidement, c'est le centralisme excessif du pouvoir.
Pourquoi je parle de centralisme excessif du pouvoir? En 1996, le Cameroun, sous la pression des organisations internationales et du multipartisme, a cédé à mettre sur pied une constitution qui nous a amené à devenir un État unitaire décentralisé. Avec de très bonnes lois, les lois de la décentralisation. Mais ce que nous constatons, c'est que 29 ans plus tard, presque 3 décennies plus tard, la situation de la décentralisation n'a guère évolué dans notre pays. Tout reste concentré entre les mains du pouvoir en place à Yaoundé. Yaoundé contrôle tout. Les collectivités territoriales décentralisées ne bénéficient rien, ni de 15% de transferts de fonds qui sont prévus par la loi de la décentralisation, ni encore moins les transferts de compétences ou les moyens à mettre à disposition pour que les maires puissent réaliser les projets au niveau de leur circonscription administrative. Raison pour laquelle on se retrouve dans des situations telles que celles que nous avons vécues la semaine dernière ici à Douala 5e, où le maire de Douala 5e se promène avec un regard hagard derrière le sous-préfet de Douala 5e sans dire mot, le voyant en train d'arracher les ports des populations et de casser les constructions qu'ils ont fait pour ces fermes-là. C'est inadmissible pour un maire qui a été élu, soi-disant par ces populations, et qui regarde le sous-préfet les terroriser de cette façon-là. C'est la situation dans laquelle le système en place nous a mis aujourd'hui. Edmond Kamga, nous sommes à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Est-ce que de tels agissements mis à nu participent du jeu politique et démocratique ou du jeu politique équitable? Non, malheureusement, ce rapport ou cette déclaration qui est faite par le gouverneur de la région de l'Adamawa à sa hiérarchie montre très bien et confirme bien ce qu'on a souvent dit sur ce plateau, que le RDPC est un parti État, parti d'État et parti de l'État. Je l'ai redit tout à l'heure. Et ces faits confirment bien qu'ils sont au service du RDPC, au service du président national du RDPC. Ils travaillent pour le RDPC, alors que les autorités administratives au sein de la République ont un devoir de neutralité. Ils doivent veiller au bon fonctionnement du service public. Le service public, ce n'est pas pour les militants du RDPC, c'est pour tous les usagers, c'est pour tous les Camerounais. Lorsqu'ils se préoccupent au point de faire des rapports à sa hiérarchie sur le fonctionnement normal et faire des propositions même pour inverser la tendance par rapport à l'opposition, cela signifie non seulement qu'il est un militant actif du RDPC, mais aussi on voit à travers les agissements, je parle plus précisément de ce gouverneur de la région de l'Adamawa, mais les agissements de la préfectorale en général, les préfets et surtout les sous-préfets dans les arrondissements, leur comportement vis-à-vis des partis de l'opposition qui sollicitent, je dis bien, lorsqu'ils déposent et attendent les récépissés pour les manifestations publiques ou les réunions, ils ne les ont pas. Et depuis au moins 6 mois, 12 mois et même davantage, les responsables de formation politique ou les militants de formation politique des partis de l'opposition ne peuvent ni se réunir pour les manifestations publiques, ni tenir n'importe quelle activité politique. Et il y a, on le voit, ces motifs qui reviennent de manière permanente. Menace de troubles graves à l'ordre public. Menace de troubles à l'ordre public. Et lorsque le RDPC veut tenir soit une manifestation publique, une réunion, c'est un quitus, c'est-à-dire feu vert. Ils la tiennent à temps et à contre-temps. Cela montre qu'il y a iniquité, qu'il y a une injustice. Il n'y a pas fair play sur le comportement des autorités administratives par rapport au principe de la démocratie. Et dans ces conditions, à quelques mois de l'élection présidentielle, nous avons le sentiment que cette élection qui se prépare, l'opposition, les partis de l'opposition ont en face d'eux des autorités administratives qui se sont préparées à les tacler, des pots de bananes, à ne pas respecter la loi parce qu'ils s'affichent déjà. Parce que ça commence à venir. Vous savez, il est écrit dans la Bible que toute vérité cachée sera un jour révélée. Et ça commence à sortir. Tout à fait. Il y a la révélation. C'est-à-dire que malgré eux, ils
posent des actes qui montrent clairement qui se sont affichés pour le RDPC. Et ce n'est pas de nature à rassurer les Camerounais que cette élection qui se prépare, c'est une élection où il y aura la transparence électorale. Docteur Aristide Mono, Kildadi Tagué Kebuka, gouverneur ou militant de parti? Je crois que c'est un peu complexe parce que je l'ai toujours soutenu. Pour moi, le RDPC n'est pas un parti politique, c'est tout simplement un épouvantail qui est utilisé par ce que j'appelle l'ogre de 82 pour pouvoir justifier leur présence à la tête de l'État via un simulacre de multipartisme ou de démocratie. Lorsque Edmond Kamge évoque la question du parti-État, le parti de l'État et le parti d'État, je crois que c'est assez explicite pour comprendre le comportement des uns et des autres. Parti d'État, parti institutionnalisé comme une institution de l'État, parti État, le parti qui se confond à l'État, le parti de l'État, le parti qui est considéré comme une propriété de l'État. Alors, lorsqu'on essaie de regarder au quotidien le fonctionnement des uns et des autres, on peut se dire le conglomérat ou le clan qui a fabriqué l'épouvantail qu'on appelle le RDPC est constitué à la fois des encartés et des non-encartés. C'est-à-dire la haute administration, les membres de la bureaucratie, les membres actifs du parti, membres du gouvernement. Vous avez des officiers de notre armée camerounaise, de la police, de la gendarmerie, qui sont dans le bloc là, qui a fabriqué l'épouvantail qu'on appelle le RDPC. Et vous avez même des acteurs dits de l'opposition, les pseudo-opposants, qui font partie de ce que j'appelle l'ogre de 82. Et cet ogre de 82 a donc fabriqué l'épouvantail qu'on appelle le RDPC. Ça fait donc que cet épouvantail qui leur permet de faire main basse sur le pouvoir politique, lorsque cet épouvantail est en difficulté, ils se rendent compte qu'il faut en fait déroger aux règles protocolaires ou alors manquer un peu de pudeur, rentrer en activité pour sauver l'épouvantail. Donc il y a cette logique-là qu'il faut considérer. Vous avez même des chefs religieux. Ça veut dire des évêques qui ont été nommés parce qu'il y a une certaine affinité avec l'ordre de 82 qui a pour outil de conquête et de conservation de pouvoir le RDPC. Et à côté de cette logique-là, il y a une autre. Lorsque vous essayez de voir ceux-là qui sont les non-encartés, membres de l'ordre de 82 ou alors membres apparents de l'ordre de 82, lorsque vous essayez de regarder, faire un peu une étude psychologique des uns et des autres, une étude, bon disons, une certaine étude des acteurs, une sociologie des acteurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 différents acteurs. Je vais aller rapidement. Le premier type d'acteurs, ce sont des clientélistes. Des clientélistes qui sont dans la conquête des privilèges, ils veulent se faire une place au soleil, un sous-préfet qui aimerait être préfet, un préfet qui aimerait être gouverneur. Il faut séduire l'ogre de 82, l'ogre auquel il appartient, ou alors un gouverneur qui aimerait être ministre. Ce sont des clientélistes. Ou alors ceux-là qui sont déjà là et qui pensent qu'ils tiennent déjà leur arrivée à l'ENAM du RDPC, que c'est le RDPC qui a fait en sorte qu'il soit à l'ENAM. C'est le RDPC qui a fait en sorte qu'il devienne sous-préfet. C'est le RDPC qui a fait en sorte qu'il devienne préfet et gouverneur. Du coup, ils sont obligés de se battre lorsque l'épouvantail qu'on appelle RDPC est en difficulté. Parce que si cet épouvantail qui leur permet de capter, de noyauter la bureaucratie, si cet épouvantail-là tombe, tous tombent. Donc ils sont obligés. Même les officiers, je dis bien, même les officiers, je suis convaincu qu'il y a certains qui nous regardent actuellement qui disent que le jour qu'on va me donner le gringalé, là, je vais le créer. Donc il y a cette catégorie-là. Il y a maintenant la deuxième catégorie, ce sont des compromis. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher dans cette histoire. Ils ne peuvent plus ressortir de là. C'est compliqué. Alors sur le terrain, pour nous autres qui faisons le terrain, vous avez une autorité administrative qui vous dit: donc nous on compte sur vous, hein. Mais comment il peut compter sur un Congolais comme moi? C'est compliqué, il ne peut plus sortir de là. Et maintenant à la fin, vous avez donc ceux qui sont des progressistes mais complexés. Ils ont peur, sont des progressistes dans l'âme. Ils veulent que les choses changent. Donc lorsque vous les voyez, ces autorités administratives engluées dans ces histoires, ce n'est pas souvent aussi facile. Vous avez un président de sous-section, j'ai fait une chronique dessus cette semaine, un président de sous-section qui appelle un agent électant pour dire pourquoi vous avez organisé une descente avec
un militant en tout cas, un militant de l'opposition. Il faut arrêter. Non, parce que le président de sous-section estime qu'il fait partie des officiels de l'État au niveau local. Et il dit, je rappelle, je suis président de sous-section. Même le président de sous-section, c'est quoi? Arrêtez, Donc, vous pouvez savoir que la situation est un peu complexe.